Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes et renouvelables. Aujourd'hui, notre expert, Xavier Perminja, est directeur d'activité dans le photovoltaïque. Bonjour Xavier. Bonjour Marian. Donc Xavier, tu es expert dans les énergies renouvelables. Depuis combien d'années est-ce que tu travailles dans le secteur ? Alors là, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je travaille dans le secteur. J'ai rejoint Unit il y a 1 an à peu près. Et auparavant, je travaillais chez un autre opérateur pendant 4 ans, essentiellement sur les centrales en ombrière et sur les centrales au sol, mais avec quelques projets en toiture. D'accord. Et quelle est la mission de Unit ? Aujourd'hui, Unit, qui est un groupe initialement plutôt construit autour de l'hydroélectricité, qui a été fondé en 1985, c'est pas mal tourné vers le solaire, le photovoltaïque, puisque c'est l'énergie qui a le plus gros potentiel en France. Et donc, voilà, on investit beaucoup sur cette énergie et notre mission, notre volonté, c'est d'aller produire une électricité qui soit compétitive. On n'est pas sur des projets exotiques et qui soient extrêmement originaux. L'idée, c'est de faire des volumes d'électricité conséquents et qui permettent d'avoir un tarif de rachat qui est compétitif. D'accord. Alors aujourd'hui, en particulier, on va parler des ombrières photovoltaïques. C'est le thème de l'épisode. Est-ce que tu peux nous donner ta définition des ombrières photovoltaïques et leur intérêt ? Alors, il faut savoir que le mot ombrière, en fait, n'existe pas dans le dictionnaire. Si tu vas sur le Larousse, c'est un terme qui n'est pas employé en théorie. Mais ce qu'on appelle une ombrière, c'est notamment lié pas mal à l'essor du solaire, du photovoltaïque. C'est des structures qui vont être surélevées et qui donc vont permettre un co-usage, essentiellement, que ce soit sur un parking, sur un terrain d'élevage ou autre. L'idée, c'est vraiment de mutualiser les usages, puisqu'une des grandes problématiques en fait du photovoltaïque aujourd'hui, et ce qu'on lui reproche régulièrement, c'est de monopoliser du foncier, de bloquer du foncier et donc d'interdire d'autres activités. L'intérêt majeur de ces ombrières, c'est bien de mutualiser les activités. D'accord. Et je crois savoir qu'il y a des différences de modèles en fonction du fait qu'on s'adresse à des particuliers ou qu'on travaille sur des grands terrains ? Alors oui, forcément. Donc nous, Unit, on s'adresse plutôt à des projets à l'échelle plutôt industrielle. Donc on est assez peu présent sur le secteur du particulier. Maintenant, et d'autant plus en ce moment avec les prix de l'électricité qui s'envolent, c'est un type d'installation qu'on voit se développer beaucoup. Alors que ce soit à l'échelle effectivement d'un particulier qui a 2 places de parking sur son terrain et qui veut couvrir et éventuellement coupler ça avec une installation d'une borne de recharge. D'entreprises qui ont des parkings plus conséquents ou des zones de stockage, ou même de grands terrains agricoles sur lesquels il y aurait des élevages de volailles, par exemple. D'accord. Et je crois... Oui, donc tu viens de nous présenter 2 types d'ombrières très différents. Tu as les modèles parking et tu as les modèles agricoles. Est-ce que tu peux nous les détailler un peu ? Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que en fait, tu as déjà pas mal présenté le modèle parking avec l'intérêt de pouvoir rajouter, par exemple, les chargeurs de voitures électriques. Mais le modèle agricole, ça se présente comment ? C'est quoi, à peu près ? Alors c'est assez divers justement, puisque ce qu'on fait beaucoup par exemple Unit, là, c'est développer des ombrières sur des élevages de volailles. L'idée, c'est qu'on va pouvoir non seulement apporter de l'ombre aux animaux, donc augmenter leur bien-être, mais aussi ça va être pratique pour aller accrocher les filets éventuellement. En ces temps de grippe aviaire, c'est un réel gain en termes de sécurité pour les oiseaux. On voit aussi des ombrières qui se développent pas mal en France là, sur des élevages de bovins, par exemple. Forcément, on va être obligé de surélever les structures, puisque on ne veut pas que les bovins touchent les panneaux avec ce que ça pourrait comporter comme risque, pour l'un comme pour l'autre. Mais voilà, pour revenir sur les ombrières de parking, peut-être, c'est effectivement des ombrières que nous, on va essayer de privilégier, puisque l'avantage majeur, c'est aussi qu'on est sur des surfaces déjà artificialisées. Donc là, on ne va pas vraiment nous poser de problème sur diverses études qu'on devrait mener, puisqu'on considère que le terrain est déjà anthropisé. Et donc, c'est ce qu'on privilégie. Maintenant, et puis d'autant plus que ça a un vrai gain de confort pour les usagers. Par exemple, je discutais avec un directeur d'Intermarché qui me disait que depuis l'installation d'ombrières, il avait vu le chiffre d'affaires de son magasin augmenter de 5%. Donc c'est quand même pas négligeable. Mais au-delà de ça, voilà, ouais.
Et pour les modèles agricoles, jusqu'à maintenant, là, tu as parlé plutôt des modèles, on va dire, bovins et animaux. Ouais, Mais il y a des modèles qui élevage. existent aussi pour le. Ouais, tu as parlé de l'élevage. Il y a aussi des modèles qui existent pour d'autres univers. Ouais, alors après justement, la définition d'ombrière étant assez vague, est-ce que on va parler d'ombrière dès lors qu'on surélève les panneaux au-dessus de cultures? Par exemple, on a des projets en développement chez Unit hein, sur ce type de terrain où on va. L'idée, c'est donc d'avoir des structures de panneaux assez espacées pour permettre le passage d'engins agricoles notamment et surélevés. Donc effectivement, qui se rapproche de ce modèle d'ombrière. Mais voilà, à partir de quel moment on parle d'ombrière? Est-ce qu'à 1,50 m de haut ou à 2 mètres ou à 2,50 m, il n'y a pas de standard en fait hein, dans l'industrie. Donc c'est vrai qu'un panneau solaire, par défaut, quand on est sur une centrale au sol, on est disons avec un point bas à 80 cm. Une ombrière, on va dire que ça va être autour de 2 mètres, 2,50 m, mais finalement c'est chaque opérateur qui donne sa définition de l'ombrière. Mais pour le coup, c'est vrai que, alors il ne faut pas confondre agrivoltaïsme et ombrière, hein, puisque C'était ma question qui venait. pardon, anticipé. Vas-y. Mais l'agrivoltaïsme, en fait, est beaucoup plus large que ça, puisque aujourd'hui, c'est pareil, il y a une définition en cours de réalisation. Il y a des débats, notamment au Sénat, à l'heure où on se parle. Mais globalement, l'intérêt des ombrières, ça va être de permettre un co-usage, comme je le disais un petit peu en introduction. Donc, c'est comme ça qu'en tout cas, UNIT, on le définit. Et donc, oui, on parle d'ombrières sur de l'agricole, dès lors qu'on a des panneaux qui sont surélevés et qui permettent des cultures entre les panneaux, de l'élevage entre les panneaux ou toute autre activité. D'accord. Mais d'une manière générale, oui, il y a un univers qu'on peut appeler, qui s'appelle l'agrivoltaïsme, qui est un univers plus large que l'ombrière agricole simplement, et ça sera le sujet d'un autre épisode. Là, tout de suite, je propose de parler sous. Quels sont les avantages financiers à retenir pour un particulier, pour une entreprise ou pour une collectivité? Alors, pour un particulier, encore une fois, secteur que je connais un petit peu moins, l'avantage majeur, ça va être a priori de diminuer les coûts de consommation électrique. Si on parle d'autoconsommation, donc si on est sur une installation en ombrière qui sert soit à recharger une borne électrique, soit qui peut être branchée sur le réseau interne de l'habitation, il va être là l'intérêt majeur. Alors ça veut dire que en général, c'est le particulier qui investit et qui va avoir un retour sur investissement à 5, 10, 15 ans, in fine, il aura de l'électricité à très bon marché. Ça a d'autant plus de valeur hein, vu les prix d'électricité, même si les particuliers sont relativement protégés aujourd'hui. On parle d'une augmentation de 15% du TRV, là, tarif réglementé de vente, en 2023. Mais par contre, pour les entreprises, là, c'est beaucoup plus conséquent, notamment celles qui ont une grosse consommation électrique. C'est pareil, si on parle d'autoconsommation, l'intérêt, il est là. Hein, et d'ailleurs, nous, Unit, on est très sollicités en ce moment pour ce type d'installation, puisque ça permet pour une entreprise d'avoir non seulement une partie de son électricité qui est à un prix fixe, mais surtout pendant une longue durée. C'est-à-dire qu'une installation solaire, elle dure en moyenne entre 30 et 40 ans. Donc avoir pour une entreprise une visibilité sur ses coûts d'électricité à cet horizon, ça vaut de l'or, entre guillemets. Il y a des avantages qui peuvent être qui peuvent être aussi nombreux. Hein. Je parlais de confort d'utilisation tout à l'heure. Pour les salariés, une entreprise qui couvre son parking, c'est un bénéfice pour ses salariés, entre guillemets. Et puis pour éventuellement du stockage de matériaux, etc. C'est aussi, ça permet aussi de protéger éventuellement les matériaux de construction qui pourraient être stockés sous des ombrières. Enfin, pour une collectivité, et c'est aussi le cas pour une entreprise, hein, parce que j'ai parlé d'autoconsommation, mais il y a un autre modèle qui va être de finalement passer par un tiers investisseur qui va construire les ombrières pour le compte de l'entreprise ou de la collectivité. Ce tiers investisseur donc, sera propriétaire des installations et lui va se rémunérer à ce moment-là sur la vente d'électricité. Donc dans ce cas, lui versera un loyer à l'entreprise ou à la collectivité. Et dans ce cas, il y a un avantage financier qui peut être très conséquent hein, pour une entreprise, puisque on peut parler de revenus selon le type de site, hein, c'est très variable, qui peuvent aller de 1 500 à 10 000 euros par hectare. D'accord. On peut dire tout de suite que c'est là-dessus que Unit se positionne d'ailleurs?
il me Tout à semble. fait. Effectivement, Unit, on se positionne comme développeur de projet. Ça veut dire qu'on arrive en tant que partenaire avec le propriétaire dès la phase d'étude. Et là, on vérifie la faisabilité du projet, on définit une rémunération pour le propriétaire. Donc, soit en mode location du terrain pour que nous, on puisse construire et ensuite, nous, on se rémunère sur la vente d'électricité. Ou alors, si on parle d'autoconsommation, on construit et finalement, on cède les électrons au propriétaire du terrain qui, lui, va les autoconsommer directement sur site. C'est nos deux modèles. Mais dans tous les cas, notre savoir-faire, je veux dire chez Unit, ça va être de partir d'un terrain et de l'amener jusqu'à une centrale. Et donc de réaliser toute la phase d'étude amont et d'instruction du permis de construire. Instruction qui peut être assez complexe et assez longue. Est-ce que vous gérez aussi l'éventuel démantèlement? Et effectivement, ouais, on s'engage. Alors, on signera un bail amphithéotique avec le propriétaire, et évidemment, on signera un état des lieux d'entrée. On s'engagera à remettre le terrain en l'état initial à la sortie, même si on prévoit systématiquement ou quasi systématiquement une clause permettant au propriétaire d'être propriétaire de la centrale in fine et de finalement conserver les installations qu'il souhaiterait conserver. Puisqu'aujourd'hui, finalement, il y a peu de centrales qui ont beaucoup de qui soient très vieilles en France, hein, c'est un secteur assez récent, donc peu de centrales sont arrivées en fin de vie, mais ce qu'on estime, c'est qu'au bout de 30 ou 40 ans, les panneaux, ils auront toujours une production qui sera non négligeable. Aujourd'hui, les estimations qu'on a, c'est qu'à 25 ans, un panneau produit encore plus de 85% de sa puissance initiale. Donc on peut penser qu'une fois que la centrale sera complètement amortie, le propriétaire pourra avoir intérêt à la conserver pour soit consommer l'électricité, soit revendre sur le marché. D'accord, ça y est, je suis convaincu. Tu m'as vendu le concept. Maintenant, comment ça se passe? Que c'est complexe à mettre en place? Permis de conduire, besoins spécifiques, enfin comment... Voilà. Alors effectivement, on parle plutôt de permis de construire que de permis de conduire, mais Construire. mais c'est parce qu'on parle de parking depuis tout à l'heure que ça t'a induit en erreur, j'imagine. En tout cas, oui, c'est compliqué et c'est notre savoir-faire. Hein. Aujourd'hui en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, d'ailleurs. On se plaint souvent de ça puisque on est quand même connu en France pour avoir pas mal de réglementations, d'études à mener, etc., qui c'est pas forcément le cas chez nos voisins. Mais globalement, si on schématise un petit peu, je parle d'installation alors on va parler de 3 types d'installations. Pour un particulier qui veut mettre un petit auvent photovoltaïque, on va dire, sur son parking, il n'y a même pas besoin de permis de construire. A priori, une déclaration de travaux est suffisante. Mais dès lors qu'on parle d'installation de taille supérieure, on va devoir faire une demande d'examen au cas par cas. Ça veut dire que nous, on va saisir une autorité régionale qui s'appelle la DREAL, Direction régionale de l'eau, de l'aménagement et du logement, il me semble, qui va nous dire si oui ou non on est soumis à une étude d'impact environnemental. Donc sur les projets, on va dire entre 500 mètres carrés, 5000 mètres carrés et une dizaine d'hectares, a priori, on est rarement soumis à étude d'impact. Mais on n'est jamais certain de ne pas être soumis. Finalement, c'est à chaque fois un petit peu la loterie, d'autant plus qu'effectivement, dans chaque région, on peut avoir une interprétation différente de la loi. Et donc, pour un même projet en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'aura pas forcément la même décision que sur le projet identique en Bretagne, quoi. Donc ça, c'est aussi une des difficultés du développement. Mais finalement, donc si on nous dispense de cette étude d'impact, on dépose tout de suite un permis de construire qui va être instruit en mairie. Et en quelques mois, en 4 à 6 mois, on va être en mesure de construire l'installation. Si on est soumis à étude d'impact, donc là, c'est encore une fois très rarement le cas, notamment sur des parkings, puisqu'on peut. Une étude d'impact, c'est quoi en fait? C'est aller compter les espèces présentes sur site, vérifier qu'il n'y a pas d'espèces protégées et ou d'espèces à enjeu, et puis faire en sorte qu'on minimise les impacts en essayant d'éviter ou de réduire ces impacts, voire de les compenser si on ne peut pas les éviter. Mais on se doute bien que sur un parking, a priori, il y a peu de chances de trouver des espèces rares, quoi. Donc, globalement, la plupart du temps, on va être dispensé de cette étude d'impact. Mais quand ce n'est pas le cas, on part sur 1 an d'études et ensuite une instruction en préfecture avec un permis de construire qui va prendre aussi 1 an, puisqu'il y aura une enquête publique, une phase de consultation des divers services, etc. Donc, c'est assez long. Donc, en résumé, quand on lance un projet sur une installation à grande échelle, on va dire, donc on enlève le cas des particuliers, on part soit sur 6 mois d'instruction, soit sur 2 ans. Et après, on a encore toute une phase de consultation des constructeurs, des fournisseurs de structures qui vont nous donner leurs tarifs pour qu'ensuite on puisse lancer la construction.
D'accord. Dans de nombreux cas, donc, à partir du cas où c'est un projet de moyenne ou grosse envergure, ça peut prendre un certain temps. Exactement. D'où l'intérêt d'être accompagné, je présume. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Quels sont d'ailleurs, en termes d'accompagnement, à un tout autre niveau, quelles sont les aides de l'État? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, l'État aujourd'hui mise beaucoup sur le photovoltaïque, hein, on en parle beaucoup. Le président Macron a insisté là, pas plus tard que la semaine dernière sur ce sujet. C'est l'énergie qui permettrait d'installer assez rapidement finalement des capacités de production, enfin, beaucoup plus rapidement que le nucléaire, l'éolien ou l'hydroélectricité. Et donc, l'État aujourd'hui incite les particuliers à s'équiper. Donc pour ça, il y a des réductions d'impôts, etc. Mais là-dessus, encore une fois, je suis moins connaisseur. Pour les entreprises, finalement, les incitations vont surtout passer par l'instauration d'appels d'offres pour l'autoconsommation. Ça veut dire qu'une entreprise qui voudrait faire de l'autoconsommation sur son site va pouvoir candidater à l'appel d'offres et finalement revendre le surplus, puisque la problématique de l'autoconsommation, c'est qu'il faut que la production soit consommée en permanence, puisque sinon elle est perdue. Grâce à ces appels d'offres, on peut valoriser la surproduction et donc avoir un complément de revenus. Et ensuite, pour l'installation de plus grande ampleur ou hors autoconsommation, le soutien de l'État passe surtout par l'instauration d'un tarif garanti. C'est-à-dire que l'État va, notamment à des opérateurs comme nous, garantir qu'on pourra vendre notre électricité à un prix fixe pendant une durée suffisamment longue pour amortir l'investissement. Et aujourd'hui, les tarifs qu'on nous donne sont sur 20 ans. Donc ça veut dire que nous, opérateurs, quand on construit une centrale, on sait qu'on aura un tarif fixe pendant 20 ans. Et grâce à cette certitude, on peut emprunter notamment une somme considérable auprès des banques qui, elles, ne prêtent que en ayant cette garantie en face. Oui, un certain niveau de garantie qui vous permet aussi de garantir à la personne à qui vous louez le terrain que vous pourrez louer le terrain. Tout à fait. D'accord. Donc, écoute, je pense que tu as répondu à la dernière question tout au long de notre entretien. Mais en résumé très très vite, comment est-ce que Unit nous accompagne pour la mise en place des ombrières photovoltaïques? Alors nous, notre façon de faire, c'est de co-construire les projets. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça en disant voilà ce qu'on va faire, vous avez un terrain, on fait ça, et puis vous touchez votre loyer. L'idée c'est, on arrive, on se positionne comme partenaire, on voit les besoins spécifiques que peut avoir soit l'opérateur d'un parking, soit un exploitant agricole, soit un éleveur de poulets. Et en fonction, on co-construit le projet, même si ça peut nous conduire à finalement pas maximiser la production de la centrale. C'est-à-dire qu'on va peut-être espacer davantage les structures que ce qu'on aurait voulu faire pour avoir une production maximum par hectare, mais parce que ça génère un bien-être pour l'exploitant, par exemple. Mais en tout cas, nous, on est là pour co-construire le projet et donc non seulement porter tous les risques du projet, c'est-à-dire que c'est nous qui allons investir s'il y a une étude d'impact, s'il y a un permis de construire, enfin, quand il y a un permis de construire à déposer, tous les coûts sont à notre charge. Et ensuite, on sera là aussi pour la phase de financement du projet. C'est nous qui le finançons. C'est nous qui allons le faire construire. On n'est pas directement constructeur. C'est pas nous qui avons les équipes qui vont installer les fondations, etc. Mais on passe par des constructeurs qui peuvent être des grands noms comme Bouygues ou Eiffage ou d'autres plus confidentiels. Et ensuite, on sera propriétaire de la centrale. Donc, on versera un loyer pendant toute la durée de vie du projet. Et ensuite, on démontera l'installation en fin de vie. C'est important de noter aussi un dernier point, c'est qu'Unit, on ne revend pas de projet. C'est-à-dire que c'est un secteur aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a beaucoup d'opérateurs. Nous, quand on est là, c'est vraiment sur toute la durée de vie du projet. Et finalement, on peut le prouver parce qu'on existe depuis 1985, on n'a encore jamais revendu un projet. Peu d'acteurs peuvent en dire autant. Donc voilà, s'engager avec Unit et signer un partenariat avec Unit, c'est être certain que ce sera bien Unit qui sera en face encore dans 25 et 30 ans, quoi. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, je le rappelle, nous avions en interview Xavier Perminja, directeur d'activité dans le photovoltaïque. À très vite pour le prochain épisode. Au revoir, merci Marion. Merci Xavier.